Nous voici arrivés à la fin de ce 3e niveau du cours de stylisme gratuit. Ce niveau est quasiment terminé, mais je souhaite profiter de l'occasion pour commencer à vous familiariser avec le plan de collection. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le plan de collection et surtout, je vais vous faire découvrir le blog d'une styliste qui, très gentiment, a fait tout un article sur son plan de collection. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est très important parce que comme ça, vous aurez la vision d'une autre styliste avec une autre sensibilité. Cette styliste travaille pour la mode enfantine et donc ça vous donnera une autre illumination sur ce document très important qui est le plan de collection. Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo Atelier de mode. Pour illustrer ce cours sur le plan de collection et que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je vous présente le blog de Louise C, qui est styliste et qui explique clairement et précisément ce qu'elle fait et ce qu'est un plan de collection, à quoi ça sert. Donc c'était intéressant d'avoir la vision d'une autre styliste sur cet élément important du travail de collection qui est le plan de collection. Bien sûr, j'insiste, il est hors de question de copier ce qu'elle dit ou ce qu'elle publie, ses dessins, tout ça, ça lui appartient à elle. Faites attention aux droits de propriété parce que vous êtes attaquable et on ne copie pas comme ça les créations des autres. Les lois sont bien faites et les personnes sont bien protégées. Donc, elle explique dans un premier temps ses motivations et puis qui sont ses clients parce qu'elle est styliste freelance, c'est-à-dire qu'elle est à son compte et qu'elle travaille en tant que styliste à la demande, soit pour des entreprises qui peuvent avoir un besoin ponctuel de personnes en plus dans leur bureau de style, soit pour des jeunes stylistes qui veulent devenir stylistes ou progresser dans leur installation en tant que styliste, aussi pour les conseiller quand ils lancent leur marque, et également, et elle insiste bien dessus, les aider à ce que leur marque soit pérenne et que leur activité soit rentable. Il est très important de bien intégrer dès le départ ce côté économique, parce que le styliste n'est pas un artiste qui vit de l'air du temps, mais il a besoin que son entreprise soit rentable et qu'il puisse en vivre. Donc, elle explique qu'elle fait aussi des prestations de consulting et de formation, donc sous-entendu pour ceux qui veulent devenir stylistes. Je vais maintenant vous présenter les différentes pages de son blog que j'ai simplement imprimées et je vais vous commenter tous ces éléments. Bien sûr, vous retrouverez tout ça sur le site que je viens de vous indiquer. Donc sur cette première page, c'est la petite illustration qui met en valeur son plan de collection. Et la première page que vous voyez avec les dessins à plat fait partie de ce plan de collection justement de Louise C. Ici, la styliste Louise C indique ce qu'est un plan de collection. Elle vous dit que c'est un outil indispensable et effectivement, c'est un outil indispensable non pas pour le styliste, mais pour l'équipe qui est là pour produire, fabriquer et distribuer la collection. Il faut bien que toute l'équipe, puisqu'on n'est jamais tout seul quand on fait une collection, sache exactement quel est le résultat souhaité et pour quelle clientèle et pour quel but. Donc là, vous voyez qu'elle dit que c'est un outil qui permet de structurer et d'organiser la création d'une collection. En tant que styliste, donc c'est elle qui est à la base de ce document, elle considère qu'il ne s'agit pas seulement de dessiner les vêtements, mais il faut donner à son équipe ou à l'atelier de production qui va venir après pour fabriquer aussi bien les prototypes que la collection elle-même,
ou les pré-séries, on en parlera plus tard, il faut bien qu'ils aient un guide visuel et qu'ils sachent quelle est l'ambiance générale de la collection. Déjà, combien il y a de vêtements dans la collection, de quels vêtements il s'agit, comment sont les coordonnées, comment vont être traités les différents imprimés, tissus, matières, pour qu'ils puissent organiser derrière la production, aussi bien des prototypes que des pré-séries ou des séries complètes. Donc, elle parle aussi d'un chef de produit. Alors ça, vous trouverez ça dans des sociétés un peu plus importantes, mais ne serait-ce que quand la personne qui veut distribuer, commercialiser la collection va s'adresser, si elle n'a pas ça en interne, à un atelier de confection. Cet atelier de confection a quelqu'un qui est responsable de cette fabrication. Alors, il se rappellera peut-être pas chef de produit, il pourra s'appeler responsable de la production ou un autre titre, mais vous aurez toujours, vous, en tant que styliste, en face de vous, quelqu'un qui va être le chef d'orchestre de toutes les personnes derrière qui vont créer la collection, la fabriquer. Il ne s'agit pas de faire de la création artistique, mais il s'agit de fabrication. Donc, il y a déjà là où les modélistes, une prototypeuse qui va s'occuper de créer le prototype pour pouvoir essayer sur mannequin et faire les retouches. Alors, cette stage peut se faire en digital, mais il y a toujours un moment où il y a une retouche en vrai sur une personne. Ensuite, il y a les modélistes qui vont faire les patrons dans toutes les tailles, définir les tailles aussi que l'on va proposer, le coupeur, les monteuses, les personnes qui font les finitions. Enfin, vous voyez qu'il y a énormément de monde derrière. Ils auront tous besoin d'avoir accès à ce plan de collection. Qu'y a-t-il dans ce plan de collection ? Elle vous dit que c'est un outil visuel, donc visuel, c'est-à-dire que les dessins vont jouer un grand rôle. Il y aura quand même malgré tout des indications écrites. Et les vêtements, donc, ils sont dessinés. Alors, elle vous dit la plupart du temps sur ordinateur, avec un logiciel vectoriel comme Illustrator. Cela n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire à la main. L'avantage du dessin sur ordinateur, c'est que l'on peut replacer les dessins sur une multitude d'autres documents, comme la fiche technique, comme la présentation du styliste, son lookbook, enfin portfolio en français. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses et même le réutiliser si le modèle a très bien fonctionné, qu'on retravaille pour le même fabricant, pour reprendre la base de ce modèle et puis faire quelques modifications et le reproposer à la clientèle. Ça peut être aussi une solution, donc et surtout pour l'archiver. Donc actuellement, il est quasiment indispensable de travailler en vectoriel sur des dessins faits sur ordinateur. Ça ne veut pas dire que vos croquis de départ et toutes vos recherches d'inspiration ne peuvent pas être faits à la main, mais votre résultat final sera à l'ordinateur. Heureusement, il est beaucoup plus facile de faire des beaux dessins de mode sur ordinateur que à la main. Et d'ailleurs, ça fait partie de ma formation de vous expliquer comment ça se passe avec le logiciel le plus utilisé, c'est Illustrator. On en parlera aussi plus tard. Donc elle insiste sur quelque chose, un point que j'ai déjà abordé avec vous, qui est la cohérence de la collection. C'est-à-dire que on s'adresse à une clientèle, on lui propose une ambiance, un style, un thème, et on essaye de rester dedans et d'explorer ce thème pour proposer des vêtements différents, mais qui entre eux ont une certaine cohérence. C'est important aussi parce que dans ce thème-là, les vêtements vont être coordonnables. On pourra mettre la jupe avec le top, avec le blouson, le pantalon avec la chemise, vous voyez. Tout ça, ça va pouvoir faire un ensemble cohérent. Et imaginez dans la vitrine du commerçant qui va vendre ses vêtements, elle pourra faire une vitrine entière avec ce thème. Et il y aura les accessoires, les chaussures, les ceintures, les bonnets, tout ce que l'on peut imaginer. Et tout ça, c'est grâce à la cohérence de la collection. Et donc cette cohérence touche le style, ce que je viens de vous expliquer, que l'équilibre commercial.
il faut faire attention à ce que tout soit dans la même gamme de prix, surtout dans le choix des matières, ou à ne pas faire des modèles trop complexes à fabriquer, ce qui allonge le temps de production et donc le prix de production. Ensuite, ça permet de vérifier d'un seul coup d'œil que tout ça est bien harmonieux. Harmonieux ne veut pas dire que tout doit être pareil, mais que rien ne choque. Et elle reparle de l'équilibre des prix. Bon, elle parle toujours un petit peu de son expérience personnelle et c'est très bien parce que on voit et on sent qu'elle est vraiment dans le concret, donc c'est ce que je voulais vous apporter. Ensuite, elle vous parle du plan d'assortiment qui est fait en collaboration avec le chef de produit. Donc le chef de produit, lui, il sait en fonction des ventes de l'année passée et des objectifs commerciaux qu'on lui fixe, ce qu'il a besoin de vendre. Et donc tous les deux, ils vont aussi choisir dès le départ tous les accessoires et la façon dont ça va être présenté et vendu. Et d'ailleurs, elle commence à vous donner un petit tableau que vous pourrez voir entièrement en ligne sur les prix qui peuvent imaginer. Alors là, le chef de produit est capable de donner un prix pour fabriquer un modèle parce qu'il a l'habitude, c'est son métier. Donc, il va pouvoir même partager le thème en plusieurs gammes. Vous voyez, produit image, produit milieu de gamme ou haut de gamme ou bas de gamme. Enfin, là, c'est à voir. Bas de gamme dans le sens économique, pas forcément mauvaise qualité. Et donc, tout ça, c'est une grosse discussion, un gros travail à deux avec le chef de produit et c'est absolument indispensable de travailler là-dessus avant même de commencer à dessiner les vêtements. Le dessin n'est pas du tout la première étape du styliste, au contraire, il arrive à peu près à la moitié après toute une étude préalable. Ça, c'est très important de bien le comprendre pour ne pas passer des jours à dessiner et que vos dessins ne servent absolument à rien. Dans cet extrait, la styliste revient un petit peu sur tout ce qu'elle a dit auparavant parce que c'est important de bien comprendre. Donc il n'y a pas que la création, il faut s'occuper des prix, des coloris, des références et des matières. Et le but est très précis, il faut que la collection soit rentable, qu'elle soit vendable, c'est-à-dire que le client ait envie de l'acheter. Donc ça, faut vraiment être au courant du marché et de ce qui peut intéresser les personnes, c'est-à-dire quelque chose de nouveau sans que ça soit complètement révolutionnaire, mais qu'on ait envie d'acheter même si en fait on a déjà un vêtement qui ressemble. Et puis le style, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien dans la représentation qu'ont les clients de votre marque ou de la marque de votre client. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu hors sujet parce que un client qui est fidèle à une marque, c'est qu'il aime l'esprit de la marque, donc il ne va pas acheter si jamais le style est trop lointain, trop éloigné de l'esprit de la marque en général. En gros, le client il veut être surpris, mais pas déstabilisé. Nous retrouvons ici le tableau qui représente tous les modèles de la collection. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc, on voit qu'il y a un soin tout particulier a été porté sur les couleurs qui sont coordonnées. On retrouve les pulls imprimés, on retrouve les couleurs en uni également. On retrouve également pour chaque modèle qui a une déclinaison peut-être de tissu ou de coloris, c'est pour ça qu'il est dessiné plusieurs fois. On retrouve à chaque fois, vous voyez le petit cartouche en dessous chaque dessin, on retrouve donc les indications nécessaires. Là, ça ressemble plus à une fiche technique, ça se fait beaucoup pour les enfants. Il faut savoir qu'en mode adulte, il y a quand même aussi la présentation de la collection sur silhouette. Et puis, on retrouve ce tableau où chaque élément de la collection a été dessiné à plat. On appelle ça le dessin à plat. On a vu ça pour la fiche technique. C'est très important parce que c'est ça qui va permettre au chef de produit de définir le coût de production de chaque élément. Combien il y a de boutons, de boutonnières, si on met des pressions, si on met une fermeture à glissière, etc., etc. Ici, vous retrouvez
les indications qui peuvent se trouver en fonction de la demande du client dans le cartouche qui est en dessous de chaque modèle. Vous voyez, il peut y avoir une référence. Donc ça, en général, c'est pas le styliste qui décide de la référence, c'est le fabricant ou la marque pour qui vous travaillez. La saison, bon, bien sûr, vous la choisissez pas, c'est la saison sur laquelle on travaille en ce moment. Quelle est la cible? Donc femmes, enfants, hommes, et puis il y a des subdivisions dans ces cibles avec le niveau de pouvoir d'achat, la localisation des personnes. Ça peut être, vous pouvez dessiner pour une femme sportive qui habite plutôt en périurbain ou à la campagne, et puis vous pouvez aussi dessiner pour une femme urbaine qui travaille, qui a un niveau de vie plutôt élevé et comment dire, qui fait du vélo, du sport, mais qui n'est pas vraiment en contact avec la campagne par exemple. Ensuite, la typologie du produit. Alors c'est comme elle vous dit, et pourquoi pas quelques détails de coupe, exemple denim. Alors le denim, il faut savoir que c'est le tissu de base des jeans. D'ailleurs denim mal prononcé en anglais, ça a donné jean. Donc denim 5 poches, coupe slim, donc il s'agit d'un pantalon qui a 5 poches et qui est fait en tissu type jean. Voilà. Les matières souhaitées, donc ça c'est à discuter aussi avec le chef de produit, hein, parce que le prix est très important. Et puis après, pour la mode enfantine, il faut que ça soit confortable, il faut que ça soit élastique, lavable, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui se rajoutent là-dessus. On peut éventuellement mettre le grammage. Il faut savoir que toutes ces indications, c'est le fabricant ou la marque qui va vous demander de les insérer. Les labels et certifications, donc là maintenant effectivement surtout pour la mode enfantine, coton bio, traitement anti-allergénique ou sans allergène, et puis après il y a des certifications des textiles suivant leur mode de fabrication ou bien la provenance du coton. Par exemple, le coton d'Égypte est bien plus coté que le coton d'Asie centrale par exemple aussi. Les tailles dans lesquelles le modèle peut être vendu. Évidemment, là, quand elle parle du XS ou XXL, elle parle de mode de taille enfantine. Hein. La quantité de production souhaitée, donc c'est pas le styliste qui souhaite, là c'est bien la marque qui dit pour ce modèle-là, on va prévoir 500 pièces, puis on verra plus tard, parce que après il peut y avoir ce qu'on appelle des réassorts, donc des productions complémentaires qui permettent de relivrer les boutiques sur les modèles qui fonctionnent très fort. Et puis les différents coloris, motifs et déclinaisons quand il y en a. Il peut y avoir la même petite chemise qui est reprise 3 fois avec des détails qui diffèrent. Voilà. Alors après, elle vous parle de rétro-planning pour sortir la collection dans les temps. Je vous en ai déjà parlé également quand je vous ai expliqué le programme, le planning en fait d'une collection, et vous avez pu voir que ça commence très longtemps avant et que tout est borné dans le temps, parce qu'il est impensable qu'une collection ne puisse pas sortir au moment, le jour J, au moment où il y a la présentation à la presse, la présentation dans des salons ou des foires. Par exemple, la Fashion Week, il serait impensable de dire « Ah ben non, finalement, je ne viens pas parce que j'ai un mois de retard. » C'est pas comme dans l'immobilier. Très gentiment, Louise C. vous donne un petit conseil et elle vous dit dès le départ, faites comme si vous étiez déjà une marque importante. Apprenez dès le début à travailler comme il faut et à ne pas travailler seule. Alors, donc, si vous êtes toute seule pour vous entraîner, eh bien, vous allez faire un jeu de rôle. D'un côté, vous êtes la styliste freelance ou le styliste freelance, il y a beaucoup d'hommes, hein, avec qui doit travailler avec le chef de produit et qui est sur le côté créatif, l'univers de la collection, les inspirations, tout ça on l'a vu, hein, le mood board bien sûr. Et puis de l'autre côté, vous allez prendre également le rôle du chef de produit, parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est l'aspect commercial, c'est l'aspect économique. Il fonctionne avec une machine à calculer dans la tête, et le côté créatif, il en a besoin pour que ça se vende, mais il est là pour vous garder dans les clous
et faire que la collection se vende correctement et dégage de l'argent, parce que lui, il est payé pour ça. Donc n'hésitez pas, dans ce cas-là, il faut faire carrément un petit jeu, vous parlez à vous-même et hop, vous changez de place et vous changez de casquette et vous vous rendez compte tout de suite que c'est extrêmement intéressant, mais aussi un gros travail d'arriver à concilier l'aspect créatif et l'aspect économique. Au passage, elle vous donne très gentiment la stratégie d'une créatrice qu'elle connaît, avec qui elle a travaillé. Et elle vous explique sa stratégie pour baisser les coûts. Alors évidemment, ça n'est pas la stratégie de tout le monde, mais c'est toujours intéressant de savoir comment font les autres. Et donc, elle applique une stratégie 80-20. En gros, elle va utiliser 50 à 80% des produits de l'année passée qui ont bien fonctionné, qui se sont bien vendus, et elle va les reconduire, mais évidemment elle ne va pas les copier. Elle va faire en sorte que c'est la même famille de produits, mais suffisamment différente pour que les personnes les achètent quand même. Et puis de 20 à 50% des produits, c'est des nouveautés inspirées des tendances du moment. Donc c'est ce qu'elle appelle les produits images, qui permettent de véhiculer l'image de la collection comme étant une collection nouvelle, même si en fait plus de la moitié de la collection est un peu reprise et retravaillée de l'année passée. Et par contre, il faut bien sûr que ces modèles tendance et nouveaux restent dans l'univers de la marque et dans le coût qui est acceptable par les clients de cette marque. Donc vous voyez, c'est quand même assez compliqué et c'est vraiment un gros travail. Mais c'est très intéressant. Toujours en application de cette recherche en permanence de l'équilibre entre le côté créatif et le côté économique. Donc Louise C vous indique comment ça peut se passer dans des marques moins prestigieuses que Kenzo, bien sûr, parce que ça sera vendu moins cher. Donc on appelle ça des marques plus entrée de gamme. Elles auront besoin d'avoir moins de produits images. Le client viendra acheter les vêtements plus pour le prix attractif que pour la renommée de la marque. Et elle vous dit en conclusion, mieux vaut peu de pièces bien choisies que beaucoup de pièces mal conçues. Ici, la styliste donne aussi l'exemple de Promode qui, à un moment de son développement, a changé sa stratégie pour réduire de 20% le nombre de références proposées aux clients, ce qui lui a permis d'améliorer la qualité de ses produits tout en maintenant ses prix fixes. Parce qu'il faut savoir que quand vous produisez énormément de références, eh bien, il y a beaucoup de logistique derrière, beaucoup de travail de création, beaucoup de travail d'études, beaucoup de prototypes. Donc effectivement, tout l'argent qu'elle a économisé en faisant moins de produits, moins de références, eh bien, elle a pu le réinvestir pour proposer des meilleurs produits et toujours au même prix. Ce que sa clientèle a sans doute fortement apprécié. En conclusion, vous pouvez maintenant vous rendre compte que le plan de collection est un élément absolument indispensable dans la construction d'une collection. Comme Louise vous le dit, c'est le pilier central qui garantit le succès d'une collection de mode. Alors, c'est jamais parfaitement garanti, mais en tout cas, ça vous garantit d'avoir une base solide pour pouvoir ensuite bien vendre votre collection. C'est le document qui va vous permettre de garder un équilibre donc entre créativité et rentabilité, sans oublier le respect de l'identité de la marque. Ça, je vous en ai déjà parlé, de l'identité de la marque, l'identité du styliste. On en a parlé dès le départ de cette formation. Et la cohérence de cette collection, je reviens dessus parce que c'est très important également. Il faut que votre client ait envie d'acheter toute la collection et non pas seulement un modèle parce que tout le restant de la collection ne lui ressemble pas et ne lui convient pas. C'est tout bêtement ça.